Ça fait un sacré paquet de temps que j'avais pas fait une petite vidéo là où je parle des updates récentes sur la DeFi. La dernière qui pourrait s'apparenter à ça, c'est très clairement un certain Pendle, là où j'avais expliqué exactement comment ça fonctionnait, pourquoi c'était intéressant et comment certaines personnes ont pu s'en servir pour obtenir des airdrops très intéressants. Pendle à son lancement, c'était quand même assez compliqué de déterminer que ça allait devenir aussi gros. Et là aujourd'hui, on a enfin quelque chose de nouveau, quelque chose de frais qui commence à souffler sur la DeFi. Et pour te dire, ça fait vraiment un paquet de temps que j'ai pas acheté des altcoins, mais là pour cette raison-là, je l'ai fait. Donc oui, petit disclaimer, j'ai mis environ 1 à 2% de mon wallet sur Tapioca aux alentours des 3$ le jeton. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je me réveille là-dessus, pourquoi je l'ai pas fait au lancement, etc. etc. Eh bien on va voir tout ça dans cette vidéo. Pour celle-ci et pour les explications, sache que je vais principalement me baser sur deux articles qui ont été publiés sur Bitcoin News et qui ont été rédigés par Blockmates, qui sont tout simplement des cracks dans leur domaine. En réalité c'est pas deux articles, c'est juste un article qui est tellement long qu'il est séparé en deux parties différentes, et je vais donc principalement me baser sur ces deux articles pour faire la narration et surtout l'ordre des événements dans cette vidéo. Au moment là où je fais la vidéo, le protocole Tapioca est en mode maintenance, c'est-à-dire qu'ils ont lancé une première fois, ils se sont rendus compte qu'ils ont merdé des trucs au niveau des paramètres. On va voir pourquoi dans cette vidéo, et voilà donc à peu près à quoi ça ressemble au niveau de la charte. Ça faisait un petit moment que j'attendais de pouvoir rentrer pas trop haut, et là clairement j'ai saisi l'occasion. Voilà, tu as tout le contexte, on peut se lancer dans les explications. Première chose très importante à comprendre, c'est les mécaniques qu'on a pu voir jusqu'à présent sur la DeFi. Pendant l'été 2020, on a tout un tas de projets qu'on pourrait qualifier de DeFi 1.0 qui se sont dit que ce serait une bonne idée de venir distribuer leurs jetons aux personnes qui déposent de la TVL sur leur blockchain. Littéralement, tu prêtes tes Ethers sur Compound, tu vas venir générer du jeton CMPD, du coup Compound. C'est une mécanique pour toi qui est déjà en Big 2024, tu t'es déjà dit, en fait ça marche pas, tout simplement, nous on a le vécu, nous on a l'historique, on l'a vu, ça ne fonctionne pas. Et je peux t'en sortir une quantité folle des projets qui ont fait ça et te montrer que ça fonctionne absolument pas. Ici un exemple avec SushiSwap qui fonctionnait exactement pareil. Il a atteint un pic aux alentours des 8 milliards de TVL, aujourd'hui il est à 300 millions et il n'y a absolument aucun signe de remontada. Compound qui a fait exactement pareil et qui a eu son pic aux alentours de 12 milliards de TVL qui aujourd'hui est à 2 milliards et dont le jeton se porte pas spécialement bien, on peut le dire. Ou encore un certain Yant Finance qui a atteint son sommet avec aux alentours de 6 milliards de TVL avant de tomber aujourd'hui aux alentours également des 300 millions. Le problème de tous ces projets là c'est exactement le même, c'est les mercenaires, un petit peu comme nous qui chassons les airdrops. Et bien quand il y a des incentives qui sont très importants à aller se positionner sur une blockchain ou plutôt sur un projet, les gens vont débarquer avec énormément de liquidités pour récupérer le plus gros du magot. Et ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien tant que le prix du jeton se maintient bien et continue de monter, chose qui a fonctionné pendant le bull de 2020-2021, et chose également qui s'est effondrée par le bear qui s'en est suivi. Ce qui veut donc dire que la yield est passée d'un stade très intéressant à très peu intéressant, et donc les utilisateurs avec leur liquidité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien tout simplement ils se sont barrés parce qu'il y avait de la meilleure yield autre part. Et le cycle a continué comme ça pendant quelques temps, là où les utilisateurs bougeaient d'un projet à l'autre tout simplement pour chasser la meilleure yield. Tu peux peut-être penser que c'est un truc de baleine de faire ça, mais absolument pas, on le pratique nous-mêmes en tant que chasseurs d'airdrop. Très souvent à partir du moment où on ne voit plus de jetons qui sont offerts un petit peu à titre gratuit pour les utilisateurs qui vont chasser les airdrops sur une certaine blockchain ou un certain projet, eh bien on a tendance à arrêter de l'utiliser. Il suffit de regarder Starknet, Zcasing, etc. T'en as plein des exemples comme ça. Et c'est pas quelque chose de bien ou de mal, c'est tout simplement que les gens vont là où le capital est et ils vont également là où ils peuvent faire de l'argent. C'est certes absolument pas marrant si tu crées un projet, mais il faut le prendre en compte dans ta stratégie. Avance rapide, on a une première grosse évolution avec un certain Curve, le fameux CRV dont on parle encore aujourd'hui et qui est précurseur du modèle VE pour Vesting Escrowed. Alors on est d'accord, il suffit de regarder la courbe de TVL pour se rendre compte que ça ne l'a clairement pas sauvé, mais par contre je ne pense pas que ce soit 100% de la faute du modèle de VE CRV. En effet, il suffit de regarder les événements dramatiques qu'a subi Curve sur son graphique et ouais, ça pique quand même. Ok, très bien, et du coup c'est quoi ce modèle? Qu'est-ce qu'ils ont inventé chez Curve? Eh bien chez Curve, tu peux venir bloquer du jeton CRV sur une durée de jusqu'à 4 ans, et quand tu viens bloquer ton jeton, tu as droit à un certain pouvoir de vote. Ce pouvoir de vote là, il est proportionnel à la durée du lock. C'est-à-dire que si tu bloques pendant 4 ans, tu vas avoir 1 VE-CRV pour 1 CRV. Si tu bloques pendant 2 ans, tu vas avoir 0,5 VE-CRV pour 1 CRV. Et ça c'est quelque chose qui se met à jour en permanence, pour chaque jour qui passe, tu vas perdre un petit peu de ton pouvoir de vote. À quoi il sert du coup ce pouvoir de vote? Eh bien il permet de décider différents paramètres du côté du liquidity mining. Et ça a des implications vraiment très fortes. Ça veut dire que n'importe qui peut acheter de la liquidité sur son projet via Curve. Il lui suffit de venir acheter du CRV, de venir le bloquer, de venir voter pour sa propre pool, pour faire en sorte du coup qu'il y ait des incentives importants qui soient déployés dessus. Et voilà, comme par magie, les gens vont faire ce qu'il y a de plus logique, ils vont venir déposer sur cette pool car les intérêts sont intéressants. Alors c'est une version un petit peu simplifiée du fonctionnement de Curve, mais ça donne une bonne image de ce que c'est. Ok, très bien, maintenant que t'as les bases, on peut parler de ce qu'est Tapioca. Il s'agit d'un projet qui permet de déposer des jetons pour pouvoir emprunter en échange de l'USDO, et l'USDO c'est un stable
stablecoin. Tu vas me dire qu'il y a déjà je sais pas combien de projets qui font ça, et tu as totalement raison. La petite variante par contre se situe dans tout le modèle qui va être géré par le jeton TAP. Il y a cependant deux choses à prendre en compte. La première, c'est qu'on est sur quelque chose qui est totalement omni-chain et qui ne pouvait pas fonctionner avant l'avènement de Layer 0 V2. Voilà, déjà c'est un concept qui est tout nouveau et qui va notamment fonctionner avec tous les jetons et toutes les possibilités de Layer 0 V2, et qui va également grandement bénéficier des frais de Layer 0 qui aujourd'hui sont plus qu'acceptables. Mais plus que ça, la deuxième mécanique, et celle qui est vraiment très particulière, c'est la mécanique qui va être reliée au jeton TAP, du coup le fameux jeton de Tapioca. Maintenant qu'on a établi toutes les bases, ce jeton, le TAP, eh bien il peut être un petit peu comparé au CRV de Curve, et il ne dévoile son véritable pouvoir que s'il est bloqué. La particularité, c'est qu'il n'y a pas de liquidity mining, et donc on ne peut pas le choper de la même façon qu'un CRV, là où il suffisait de poser de la liquidité. En effet, le jeton est jamais émis gratuitement et il faudra toujours le payer. Ensuite, ici, il y a un nouveau concept qui va être introduit avec le TWTAP, qui est un petit peu l'équivalent du VECRV. La différence, c'est qu'en fonction de l'offre et de la demande, il ne faudra pas venir le loquer la même période pour avoir la même quantité de boost. L'exemple qui est donné ici, c'est qu'en plein bull market, quand tout le monde va utiliser la plateforme, il faudra venir loquer pendant une période plus longue qu'en bear market quand personne n'utilise la plateforme. Ce qui, d'une certaine façon, fait en sorte que la majorité des jetons se retrouveront bloqués. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'un modèle à la CRV. Alors c'est quoi l'intérêt de loquer ce fameux jeton? Déjà, c'est de récupérer tous les intérêts qui sont générés par le protocole et donc par les utilisateurs qui font du lending borrowing dessus. Ensuite, ils vont également récupérer 50% du rendement sur les différentes pools qui sont owned par Tapioca DAO, typiquement les paires avec de l'USDO et du TAP par exemple, et en plus de ça, ils vont avoir un impact sur la redistribution des options qui permettent d'acheter de ces fameux jetons. Je sais, c'est beaucoup d'informations et je te mettrai les deux articles en description si tu veux les lire par toi-même, parce que à l'oral c'est peut-être un petit peu compliqué. J'ai aussi dû les lire plusieurs fois avant de comprendre à peu près ce que ça voulait dire et les implications qui étaient là derrière, mais plus que ça, j'ai envie de dire que c'est un modèle qui doit être 100% live histoire de pouvoir voir en fait toutes ces implications. Donc malheureusement, à mon avis, tant qu'on ne verra pas exactement tout ce modèle et qu'on ne pourra pas voir exactement comment tout fonctionne, eh bien je pense que ça risque d'être assez compliqué d'avoir une bonne idée du fonctionnement de ce modèle-là. Ensuite, il y a un troisième jeton qui finalement est toujours une variable du même jeton, le TAP, qui s'appelle OTAP. Ce jeton-là, c'est une option qui permet du coup d'acheter du TAP à un prix plus bas que son prix sur le marché. Il est distribué aux personnes qui vont venir prêter et loquer de la liquidité. Ça veut donc dire que tu as le choix et que tu peux décider de te servir de ce jeton-là pour acheter du TAP avec un discount et le revendre ensuite par la suite, ou alors pour rentrer sur le projet et venir le loquer via un discount. A priori, le discount serait entre 5 et 50%. Et à savoir que le discount dépendra de l'instant où le OTAP a été généré. Par exemple, si à 50% sur un TAP qui a été généré à 2$, eh bien le discount te permettra d'en acheter à 1$, mais par contre, si le prix du TAP diminue à 1,50$, eh bien ton option te permettra toujours d'en acheter à 1$. Elle va pas passer à 0,75$ dans ce cas de figure. C'est une mécanique qui est super intéressante et qui surtout fait penser à un certain Home, ou Olympus DAO de son petit nom. Et enfin, on a le dernier jeton, celui dont on a déjà parlé, le stablecoin qui s'appelle USDO. Alors je dis O depuis le début, mais en réalité c'est un 0, et c'est donc un stablecoin qui n'est pas algorithmique et qui est surcollatéralisé. Eux, dans l'article, viennent le comparer au mime sur Abracadabra, et oui, effectivement, c'est une bonne comparaison. Et la différence, c'est qu'ici, il va être principalement backé par des jetons qui sont des jetons de gaz, comme de l'Ether, de l'Avalanche, du Matic, etc. Il n'y a donc pas de souci de censure si du jour au lendemain quelqu'un décide par exemple de bloquer l'adresse pour les dépôts en USDC. Et ces deux jetons dont on n'arrête pas de parler, l'USDO et le TAP, ce sont des jetons qui utilisent le standard de Layer 0 OFT20 et donc qu'on peut transférer très facilement d'une blockchain à l'autre. Et ça quasiment sans frais ou sans slippage, ce qui est très très beau. On arrive ensuite à la deuxième partie de l'article. Il s'agit du concept de DSO pour DAO Share Options. Ouais, ils sont tellement forts qu'ils mettent des abréviations dans des abréviations. Comme d'habitude, sur les projets de la DeFi, le nerf de la guerre, c'est tout simplement la liquidité. Pour en avoir beaucoup et surtout pour la garder, il y a deux concepts qui sont mis en avant. Le premier, c'est le concept de loquer sa liquidité pour pouvoir générer des OTAP. Et le deuxième, c'est tout simplement de venir récupérer par le protocole et pour le protocole la liquidité qui est utilisée quand on va venir exercer ses options. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu achètes du OTAP, donc un discount sur le TAP, la liquidité va ainsi être détenue par le protocole lui-même. Ce qui du coup permet au protocole par lui-même d'acquérir de la liquidité. Alors ouais, je sais, les mécanismes sont compliqués, ils ont clairement pas fait un truc simple. Et cette fameuse liquidité qui maintenant appartient au projet, eh bien, elle est utilisée sur différentes paires, notamment des paires qui vont relier ces deux assets aux assets principaux. Par exemple de l'USDO USDC, de l'USDO Ethereum ou encore du TAP Ethereum. Et l'objectif, c'est que les frais générés par cette liquidité-là soient distribués en partie aux utilisateurs qui vont venir loquer des jetons TAP. Ça
Ça veut donc dire que plus les gens utilisent USDO et le TAP, et bien plus il va y avoir de revenus qui va être généré pour les gens qui vont venir loquer du TAP. Le concept est assez fou et si la flywheel prend, mais ça peut devenir complètement dingue. Voilà en gros environ 80 à 90% de ce qu'il faut savoir sur le projet. Maintenant qu'on sait ça, on peut enfin parler des tokenomics et on peut parler de ce truc qui fait peur. C'est que quand tu vas sur le projet, tu peux voir qu'effectivement il a une market cap actuelle à 23 millions de dollars, mais surtout il a une FDV qui est prévue à 300 millions de dollars. Sans faire des calculs trop savants, on est sur une dilution entre x12 et x15, ce qui est monstrueux et qui veut dire qu'il y a à peu près 8% des jetons en circulation qui sont disponibles day one. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est évidemment les tokenomics. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble et aujourd'hui, ce qui est live, c'est 5% du LBP et 2,5% qui sont liés à l'airdrop. Autrement, il y a 11% pour les investisseurs, 15% pour les contributeurs et 66,5% pour la DAO, c'est-à-dire les rewards. Le truc, c'est que maintenant, si on zoome un petit peu plus et qu'on va directement dans la documentation, voilà ce qu'on obtient d'un point de vue graphique. On voit qu'aujourd'hui, day one, il y a 7,5% de la supply qui est disponible. Et donc, si on regarde un an plus tard, donc 50 semaines plus tard, hop, on remonte, on est environ à 35 millions de jetons en circulation, soit à 1 x 5. Sauf que le truc à prendre en compte, c'est que toute la partie DSO Incentives, elle est particulièrement variable. C'est donc cette partie-là, et c'est celle qui représente la plus grosse partie de la supply. En effet, ça va dépendre des gens qui vont exercer ou non leurs options. Si les gens décident de ne pas exercer leurs options, ou alors de peu le faire, eh bien la supply en circulation grossira largement moins vite. De mon côté, j'ai l'impression que ce sera le cas si le prix du jeton n'explose pas, tout simplement car si le prix de ton option est proche du prix du jeton, eh bien tu vas pas spécialement avoir tendance à exercer ton option. Et tu vas peut-être tout simplement attendre que le jeton prenne plus de valeur avant d'exercer cette option-là. Donc c'est quand même un modèle qui laisse à réfléchir. Voilà donc pour la présentation du projet. Maintenant, je mets absolument tout en description, tout ce que j'ai trouvé et tout ce que j'ai utilisé pour me documenter dessus, parce que c'est pas spécialement évident non plus, comme tu as pu le voir dans cette vidéo, et donc tu as tout à disposition directement en description. Maintenant que tu sais de quoi on parle, on peut partir sur un format un petit peu plus libre. Alors déjà, de mon côté, dans un premier temps, je vais pas m'amuser à loquer des jetons. Je pense que tu es au courant que la majorité du temps, quand tu loques un jeton, eh bien ça se finit très rarement bien. Il y a certains cas là où ça s'est très bien passé, je ne dis absolument pas, mais c'est quand même un pari super risqué. Si je devais le faire, je pense que ce serait seulement avec un petit pourcentage de ce que j'ai acheté. Je suis clairement pas prêt à prendre autant de risques là-dessus. Ce qui me plaît bien sur le projet, c'est qu'on est sur quelque chose de très frais, qu'on n'a plus l'habitude de voir des nouveautés dans la DeFi. Et ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un truc juste nouveau, un truc qui sortait de l'ordinaire, et pas juste une redite avec un simple fork, etc. En général, quand il y a quelque chose de frais qui sort, c'est intéressant de se positionner dessus, parce que si ça fonctionne, ça peut fonctionner très fort, mais par contre, tu as le risque inverse, si ça fonctionne pas, bah ça fonctionne pas, et a priori, le premier lancement s'est plutôt mal passé. Car oui, comme je te l'ai dit en tout début de vidéo, il y a effectivement eu un couac, notamment au niveau des paramètres sur les formules mathématiques qui faisaient en sorte, si j'ai bien compris, que les jetons que tu loquais, en fait, tu étais obligé de les loquer pendant une période de temps absolument absurde. Et ça alors que le projet venait tout juste de lancer. Là, on est quelques semaines plus tard, ils sont encore en train de faire des tests et surtout, ils sont en train de s'amuser à faire tourner beaucoup de modèles mathématiques pour avoir une meilleure idée de qu'est-ce qu'il faut mettre au niveau des paramètres. C'est pas quelque chose qui me choque plus que ça au niveau des lancements des nouveaux projets de ce type-là, c'est même assez courant. Je veux dire, même un certain André Cronje avait loupé des paramètres sur le lancement de Solidly, ce qui n'a pas empêché le projet d'être forké à plusieurs reprises et surtout des forks de venir utiliser les gens qui avaient loqué des jetons pour les récompenser, chose qui finalement a été quand même assez intéressante. Donc oui, on est sur quelque chose d'expérimental et c'est très clairement un jeton qui demain peut aller à zéro s'il y a un problème majeur dessus. Ça, c'est quelque chose dont je suis totalement conscient. Ensuite, les différentes mécaniques qui sont mises en place, eh bien elles se complètent vraiment très bien. Et effectivement, s'il y a de l'attraction, ça peut donner lieu à une flywheel assez intéressante. Plus le projet fonctionne, plus le projet va générer de frais, plus le projet génère de frais, plus les gens ont tendance à acheter du TAP parce que tout simplement la yield est plus importante. D'autant plus que la yield qui sera générée, elle sera d'une certaine façon un petit peu garantie, car il y aura déjà tout ce qui va être généré tout simplement par le lending borrowing. Donc effectivement, les gens qui font du prêt-emprunt à ce niveau-là, c'est à peu près garanti. D'autant plus quand les liquidités est bloquées. Le truc variable, ce serait beaucoup plus le volume qui est généré sur les différentes paires. Et ça, c'est encore autre chose, et évidemment, ça dépendra du marché. Et également de savoir si d'une certaine façon, le stablecoin sera adopté ou sera abandonné. Car oui, pour que ça fonctionne, il faut que les gens utilisent le stablecoin et qu'ils prennent une place importante au niveau de la DeFi. Mon problème par contre, c'est qu'il n'y a pas de yield sur l'USDO. Et ça, pour moi, ça peut poser un énorme problème d'un point de vue adoption. Parce qu'on l'a vu, c'est tout simplement de plus en plus le cas. On a quasiment tous les stablecoins qui ont de la yield intégrée, notamment les nouveaux, et pour les autres, on peut tout simplement venir les stacker en un seul clic. Et donc ça, pour moi, c'est quand même un des avantages majeurs. Alors, sauf erreur de ma part,
part, et moi qui suis passé à côté d'un truc dans la documentation, plus dans les différents articles que j'ai lus, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas et que c'est juste un stablecoin. Je trouve ça dommage de ne pas servir un petit peu de la tendance du moment, et je pense qu'un certain pourcentage des revenus du protocole devrait être redirigé vers l'USDO. Parce qu'aujourd'hui, je sens un stablecoin comme ça qui n'a pas vraiment d'avantage sur le marché, je pense que c'est particulièrement complexe. Ensuite, autre partie qui ne me plaît pas trop dans le projet, c'est sa complexité. Le mot est donné, on est sur un projet qui est complexe à comprendre. Ce sera clairement pas évident pour tous les acteurs de prendre position dessus, tout simplement car la majorité, je pense, qu'ils vont galérer à comprendre son fonctionnement. Pour être au point dessus, il faut déjà comprendre le concept des options. Alors certes, c'est pas ultra compliqué, mais c'est déjà un truc que pas tout le monde n'a en tête. Alors quand en plus tu rajoutes un jeton qui est locké, avec des intérêts qui lui sont déposés de façon variable sur plusieurs paramètres, plus que le TAP a sa version TW-TAP, pour lequel c'est variable en fonction du moment là où tu lock et surtout de la durée dans laquelle tu lock, j'ai vraiment l'impression qu'on tombe sur un modèle qui est beaucoup trop complexe. Alors j'ai pas spécialement de suggestions pour le rendre plus simple, mais j'ai peur qu'à aller trop dans la complexité, on soit sur un modèle qui au final ne soit pas compris par grand monde et qui soit tout simplement abandonné pour que les gens se dirigent vers des modèles qui soient bien plus simples. Et encore une autre crainte de ma part, c'est tout simplement que les jetons OTAP ne permettent pas de générer suffisamment de liquidité pour le projet. Je pense que ça va être particulièrement complexe de se positionner de ce côté-là. Et comme très souvent quand on a un flywheel positif qui peut être très puissant, et bien si le flywheel ne se déclenche pas, on peut se retrouver dans une position là où effectivement, et bien c'est un flywheel inverse. Et donc finalement on peut se retrouver dans un cas de figure là où il y a très peu d'intérêt à venir loquer ces jetons. Et ce malgré les incitatifs qui sont variables. Je vais donc conclure là-dessus, on est sur un play qui reste très risqué et sur une première initiative, sur un premier lancement. Aujourd'hui ce type de modèle est tout neuf et n'a pas encore fait ses preuves, donc je te recommande de particulièrement t'intéresser à la documentation et de comprendre le maximum de choses possibles avant de poser le moindre dollar dessus. C'est vraiment juste la base pour n'importe quel projet. De mon côté je me dis que ça peut être intéressant et qu'il y a peut-être un monde là où ça réplique en partie le succès qu'on a eu via un certain Olympus DAO, voire même les forks de Solidly, et c'est donc pour ça que j'ai pris position dessus. Par contre, je suis également 100% ok avec le fait que ça peut aller à zéro et ça ne touchera pas à mon portefeuille de façon significative si c'est le cas. Voilà pour les petites explications complémentaires. De toute façon, je pense que la partie théorique est assez complexe et qu'en réalité c'est un modèle qu'il faut regarder en plein fonctionnement afin d'en saisir le plus de subtilité possible. En tout cas sur le Discord ils sont particulièrement actifs, ça bouge bien et ils communiquent pas mal sur leurs travaux de recherche avant de relancer le projet. C'est donc un pari que je suis prêt à prendre. Voilà, je pense maintenant que tu es à jour sur ce projet. Merci à toi de ton attention et sur ce je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.